Dans son tout dernier livre, un livre posthume, l'économiste Daniel Cohen nous a laissé avec une question immense, une question fondamentale. Dans notre course folle à la croissance, est-ce qu'on n'aurait pas perdu quelque chose d'essentiel en chemin? C'est sa dernière pensée et on va la décortiquer ensemble. Tout part de là, de cette image tirée de Marcel Proust. Imaginez la scène, un simple rameur qui se laisse dériver et sur son visage on peut lire une sorte de paix, de contentement absolu. C'est le point de départ philosophique de toute la réflexion de Cohen. Et voilà, la tension centrale du livre, elle est là. D'un côté, cette paix, ce bonheur simple du rameur. De l'autre, notre société, obsédée par la croissance économique. La question de Cohen est simple. Est-ce que la poursuite de l'une nous a fait complètement oublier l'autre? Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Pour Daniel Cohen, si on veut comprendre nos problèmes d'aujourd'hui, il faut d'abord saisir le système de croyances qui domine notre monde. Cette phrase est tellement juste. La croissance, ce n'est pas juste un indicateur économique, non, c'est devenu une véritable religion. C'est la promesse que tout ira mieux demain, la solution à tous nos problèmes. C'est ce qui est censé calmer le drame humain de base, vouloir toujours ce qu'on n'a pas. Sauf que, comme on va le voir, cette religion a aussi ses propres démons. Mais avant cette religion de la croissance, il faut remonter bien en arrière. L'humanité a fait face pendant des millénaires à son tout premier grand problème économique. Alors, le piège malthusien, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'idée est assez simple et assez terrible. Pendant des milliers d'années, à chaque fois qu'on arrivait à produire un peu plus, par exemple un peu plus de blé, ça ne rendait pas les gens plus riches. Non, ça permettait juste de nourrir plus de monde. Résultat, plus de gens, mais toujours aussi pauvres. Le niveau de vie moyen ne décollait jamais. Et là, attention, parce que ce tableau, il renverse complètement nos idées reçues. On imagine que la révolution agricole a été une libération. Pas du tout. En réalité, l'individu moyen s'est mis à travailler beaucoup plus dur pour un rendement énergétique bien plus faible. On est passé de 2 à 4 heures de travail par jour à des journées interminables. C'était ça la réalité du piège malthusien. Et puis, après près de 10 000 ans coincés dans ce piège, d'un coup, quelque chose se passe. L'humanité trouve enfin la sortie de secours. Ce qui s'est passé, c'est une sorte de réaction en chaîne, une cascade d'innovations. Une invention en appelle une autre. On tisse plus vite, donc il faut filer plus vite. Pour ça, il faut plus d'énergie, ce qui mène à la machine à vapeur, et ainsi de suite. C'est cette course permanente, ce déséquilibre constant, qui a fini par briser les barreaux de la cage malthusienne. C'est vraiment la question charnière de tout livre. On a réussi à s'échapper d'une prison millénaire. Mais à quel prix? Est-ce que cette grande évasion n'a pas été, en fait, une fuite vers une autre forme de prison? La clé pour comprendre ça, elle est dans cette idée de destruction créatrice de l'économiste Schumpeter. Cette nouvelle ère, bien sûr, a apporté une croissance incroyable, mais elle a aussi apporté une instabilité permanente, des inégalités absolument brutales et un bouleversement social constant. La libération a eu un coût très élevé. Faisons un bond dans le temps. On arrive après la Seconde Guerre mondiale. Le monde occidental connaît une ère de prospérité de masse totalement inédite. On pourrait croire que c'est l'âge d'or, mais un nouveau piège, psychologique cette fois, se referme. Le constat est sidérant. Prenons le cas de la France pendant les 30 Glorieuses. Le revenu moyen a été multiplié par 5. Je répète, 500% de croissance. C'est énorme. Et pourtant, quand on demande aux gens s'ils sont plus heureux, le niveau de bonheur déclaré n'a pas bougé. 0. Stagnation totale. Et ça porte un nom, c'est le fameux paradoxe d'Easterlin. Ce qu'il nous dit en gros, c'est que l'argent fait le bonheur, oui, mais seulement par comparaison avec les autres. Au niveau d'une société entière, une fois que les besoins de base sont couverts, augmenter la richesse collective n'augmente plus du tout le bonheur collectif. Cette petite phrase, un peu cynique, résume parfaitement le problème. Notre bonheur, notre satisfaction, n'est pas mesurée dans l'absolu, elle est relative. Le moteur, c'est la comparaison sociale. On veut juste faire un peu mieux que le voisin, que le collègue, que le beau-frère. Et ça, c'est une course qui n'a pas de fin. Et donc, cette course sans fin à la croissance, à la richesse relative, nous a mené tout droit à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Une situation que Daniel Cohen décrit comme une triple crise, une crise à 3 têtes. La première tête du monstre, c'est la crise des inégalités. Une crise qui a explosé depuis les années 80 avec la financiarisation de l'économie. Les chiffres de l'économiste Thomas Piketty sont vertigineux. Regardez, en 50 ans, aux États-Unis, la part du revenu qui va à la moitié la plus pauvre de la population a été divisée par 2. Pendant ce temps, la part qui va au 1% le plus riche a doublé. C'est un renversement complet de la dynamique d'après-guerre. La deuxième crise est plus subtile, plus insidieuse peut-être. C'est la crise du sens, liée à l'impact de l'ère numérique sur nos vies, notre attention et nos liens avec les autres. 6h45. C'est le temps d'écran moyen d'un adolescent chaque jour. Ça représente 40% de sa vie éveillée.
Cohen s'appuie sur des études qui montrent comment cela pulvérise la capacité d'attention, l'empathie et au final le sens même de nos vies, en remplaçant les vraies interactions par une consommation passive. Et enfin la troisième crise, la plus grave, la plus totale, la plus existentielle, la crise de notre survie même, face à l'effondrement écologique. Et là encore, quand on regarde les chiffres de la crise climatique, l'injustice est absolument criante. Les 10% les plus riches de la planète sont responsables de quasiment la moitié des émissions de CO2. Pendant ce temps, la moitié la plus pauvre de l'humanité n'est responsable que de 13% de ces émissions. Alors on fait quoi? Face à ce constat, Cohen ne nous laisse pas avec une solution miracle, mais avec un défi immense. Il nous demande, est-ce qu'on est capable de faire une nouvelle grande évasion? De la même manière qu'on a fait une transition démographique en passant de vouloir plus d'enfants à vouloir des enfants à meilleure santé, est-ce qu'on peut faire une transition matérielle, passer de vouloir plus de choses à vouloir une meilleure qualité de vie? Et voilà, la boucle est bouclée, on revient à notre point de départ. La conclusion de Cohen, ce n'est pas une réponse, c'est une invitation. Une invitation à chacun de repenser ce qu'on entend par progrès, par réussite, pour peut-être enfin retrouver collectivement ce sentiment de paix et de bonheur simple, celui qu'on pouvait lire un jour sur le visage du rameur de Proust.